Et c'est ce qu'il fait. Et chaque fois qu'il empruntait quelque chose, on lui disait, bah d'accord, mais du coup on viendra manger le riz avec vous. Bah oui, à 31 décembre, c'est normal. Et puis d'accord, quand il y en a pour 3, il y en a pour 4. Quand il y en a pour 4, il y en a pour 5. Et quand il y en a pour 5, il y en a pour 6, bien évidemment. Du coup, bah, il avait tout ce qu'il fallait. Le feu, la casserole, l'eau. Mais comment je vais faire pour partager un grain de riz en 6 parts? Alors, bah, peut-être que bah, chacun sucera à tour de rôle le grain de riz. Il réfléchit, et tout à coup, il a une idée. Ah, mais dans le village, il y a un fermier qui élève des poules. Je vais aller le voir. Alors il va le voir et il lui dit, écoute, ce soir, on est 6 à manger du riz. Si toi tu es tout seul, tu t'ennuies, bon bien sûr toi si tu es le bienvenu. Bien sûr si tu faisais cuire du riz, tu mangerais de la poule. Mais enfin encore une fois, tu es le bienvenu si tu veux venir avec nous. Alors le fermier dit, bah, je viens manger votre riz, mais je ne vais pas venir les mains vides. Bien sûr, c'est normal que j'apporte quelque chose. Allez, regarde les petites poules, tiens, prends-la. Et puis fais-la cuire. Ah, ça commence déjà à être mieux tout de même. Hein. Il prend la poule, puis il est tout content. Il vaut mieux manger une poule, ça sera 7, plutôt qu'un grain de riz, naturellement, à 6. Mais quand même, une poule à 7, ça va pas faire un gros morceau chacun. Bon, je suis bien bête de lui avoir parlé de ces poules, parce qu'en fait, elle élève aussi des dindes et des oies. Ça aurait été plus intéressant. Mais, dans le village, il y a aussi une vieille qui élève des dindes. Oh, ben, je vais aller la voir, se dit-il. Alors, il va, il lui dit, bah, écoute, ce soir, on est 7 à manger une poule au riz. Le voisin, la voisine, Pierre, Jacques, Michel, le fermier et moi. Mais toi, toute seule, là, 31 décembre, tu dois t'ennuyer. Si tu peux venir manger avec nous, tu seras la bienvenue. Bien sûr, toi, tu auras aussi mangé une oie, une dinde ou une dinde, je ne sais plus. Mais si tu veux venir, tu es la bienvenue. Alors la vieille dit, ben écoute, moi, effectivement, des dindes, des oies, j'en élève, j'en vends au marché, mais comme je suis toute seule, ben j'en ai jamais mangé. Alors, ben écoute, effectivement, j'accepte ton invitation, mais je ne vais pas venir les mains vides tout de même. Alors écoute, tu vas prendre cette oie et je viendrai manger avec vous. Et quand il voit finalement ce jeune homme que tout ce qu'il demande, il l'obtient, que ça marche à tous les coups, il se dit, ben, je vais aller voir le jardinier, il pourra avoir des légumes, je vais aller voir le pâtissier pour avoir des gâteaux, je vais avoir l'épicier pour avoir l'assaisonnement. Ce qui fait que le soir, ils se retrouvent autour de la table à 15. Et ils ont un repas somptueux. Il y a la poule, il y a l'oie, qu'est-ce qu'il y a encore? Les légumes, les gâteaux, et tout ça est assaisonné. Et ils se régalent, bien sûr. Mais au milieu du repas, il y en a un qui dit, mais ce matin, tu nous as dit que tu nous invitais à manger du riz. Mais il est où le riz? Oh, le jeune homme.
Oh là 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 là. J'ai complètement oublié de le mettre dans la casserole. De toute façon, vous savez, vous n'avez pas raté grand-chose. Parce que c'était ça le riz à cuire. Ce seul grain à cuire. Et il leur raconte toute l'histoire. Comment, à force d'ingéniosité, il avait réussi à constituer ce bon repas. Donc ils ont tous beaucoup ici. Voilà. Maintenant, on va vous proposer de travailler un petit peu, c'est-à-dire de partager autour de ce conte du grain de riz. Donc on va essayer de se mettre en petit groupe, donc on va rechanger la configuration. On peut éventuellement utiliser, il y a la salle Sainte-Geneviève aussi, qui est au rez-de-chaussée. Je ne sais pas combien on peut faire de groupe. On est combien? Il faut compter. Et il n'y eut ni puanteur ni vermine. Mangez cela aujourd'hui, leur dit alors Moïse, car aujourd'hui c'est le sabbat en l'honneur du Seigneur. Vous ne trouveriez rien dehors. En effet, pendant 6 jours, vous ramasserez de cette nourriture. Mais le 7e jour, le jour du sabbat, il n'y en aura pas. Pourtant, le 7e jour, certains Israélites sortirent du camp pour aller en ramasser, mais sans rien trouver. Il y a un petit bonus du livre de Josué. Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la fête de la Pâque le 14e jour du mois, au soir, dans la plaine proche de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des pains sans levain et des épis grillés. Ils les préparèrent avec les produits du pays. Dès lors, ils ne reçurent plus de manne. Cette année-là, ils se nourrirent de ce qui poussait dans le pays de Canaan. Voilà, donc c'est une autre façon d'envisager la faim et la nourriture, ce que Dieu nous donne, comme le disait le Père Pio. Vous connaissez certainement beaucoup d'autres textes dans la Bible qui parlent de la faim et de la nourriture. Bien sûr, tout le monde pense à la multiplication des pains, qui peut faire écho aussi à notre conte, parce qu'on part de très peu de choses, et puis il y en a pour tout le monde. On avait pensé aussi au livre des rois, où on parle de la veuve de Sarepta. Élie arrive chez la veuve, il lui demande à manger, et elle lui dit, bon ben voilà, il me reste un peu de farine, un petit peu d'huile, je vais cuire une galette, on va la manger, et puis après, moi et mon fils, nous mourrons. Et puis, eh bien, elle a partagé avec Élie, et finalement, comme dit la Bible, jamais jarre de farine ne se vida, jamais jarre d'huile ne fut vide. Voilà, donc tout cela nous dit que Dieu est avec nous et qu'on peut lui faire confiance. Alors, on vous propose maintenant, avec Pio, de chanter un petit peu. Alors, c'est un chant qui est proposé cette année par un membre du CCFD Terre Solidaire de l'Île-de-France, qui a proposé un chant sur le thème que nous suivons pendant le carême, sur l'espérance. Donc, vous allez avoir les paroles. Donc, on va prendre le refrain, qui est facile, et puis après, on va essayer aussi de chanter un peu. C'est facile. On va chanter. Aujourd'hui ni demain, sans jamais perdre espoir, poursuivons le chemin, ne cessons pas de voir, tous ensemble, face à la fin, tous ensemble, unissons nos mouvements. On reprend. Aujourd'hui
ne cessons pas d'y croire, tous ensemble, face à l'avenir, tous ensemble, unissons nos voix. C'est bien comme ça. Mais je propose que c'est un peu, ça bouge un peu. Comme ça, on chante tout en étant rassasié. Aujourd'hui et demain, sans jamais perdre l'espoir, poursuivons le chemin, ne cessons pas d'y croire, tous ensemble, face à la fin, tous ensemble, unissons nos pouvoirs. Ce monde signe d'espérance, dans le cœur de chaque personne, pour le bien et pour la confiance. Voyons celui qui façonne l'amour de la vie ici-bas, l'espérance ne déçoit pas. Ça va venir, hein? Troisième. On va chanter le troisième. On va chanter le troisième. On va reprendre aujourd'hui. 1, 2, 3. Aujourd'hui et demain, sans jamais perdre espoir, poursuivons le chemin, ne cessons pas d'y croire, tous ensemble, face à la fin, tous ensemble, unissons nos pouvoirs. Remercions vers l'espérance, ouvrons la route vers demain. Tu nous rends forts par ta présence, tu es là qui nous tend la main. Tout près de nous, le but est là, l'espérance ne déçoit pas. Tout près de nous, le but est là. On reprend là-bas. Tout près de nous, le but est là, l'espérance ne déçoit pas. Et rassurez-vous, l'espérance ne déçoit pas. Je pense que vous avez reconnu dans cette phrase le titre de la lettre que le pape a écrite pour lancer le jubilé. L'espérance de l'espérance. Vous le retrouverez cette phrase aussi dans ce tous les petits feuillets qu'on donne à chaque édition. Alors, maintenant, on va vous proposer d'élargir notre horizon. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît le CCLD Terre Solidaire, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Très rapidement, il a été créé en 1961 par les évêques de France à la suite d'un appel du pape. Et pourquoi un appel du pape? Parce qu'il y a eu en 1960 à Rome une réunion de la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour la faim et l'alimentation, qui avait lancé un cri d'alarme sur le nombre de gens qui souffraient de la faim dans le monde et qui étaient presque aussi nombreux que maintenant, mais dans une population qui était dans les années 60, début des années 60, beaucoup moins nombreuse. Donc c'était une proportion beaucoup plus importante. Et donc les évêques de France, avec sous l'impulsion en particulier de Monseigneur Ménager, qui était aussi l'évêque qui accompagnait le Secours catholique, et Monseigneur Rodin aussi, Monseigneur Ménager c'était l'évêque de Reims, ils se sont dit il faut faire quelque chose. Alors comme rien n'existait, ils ont sollicité différents mouvements et services de l'Église en disant qu'est-ce qu'on fait. Et c'est ces mouvements et services qui se sont regroupés pour créer le Comité catholique contre la faim. Au début, c'était simplement Comité catholique contre la faim, donc qui a organisé justement à l'occasion du carême une quête pour
pour aider dans les pays où la faim était vraiment importante. Et puis, la réflexion s'est poursuivie, ils se sont dit, oui, mais bon, d'accord, on donne, ils ont à manger, mais ça ne règle pas le problème. Et donc, on a pris conscience du fait que le problème, c'était le développement. Et donc, c'est devenu le Comité catholique contre la faim et pour le développement, CCFD. Alors, quelle est la façon d'agir du CCFD? Le CCFD n'est pas une association qui va faire quelque chose sur place. Elle envoie sur place des gens qu'on appelle des chargés de mission qui rencontrent des associations partenaires. Ces associations partenaires sont des gens qui se retrouvent les manches, qui ont des idées, qui veulent faire des choses autour d'eux. Hein, c'est jamais des actions individuelles, c'est des actions de groupe pour aider une population, mais qui manquent de moyens. Et donc, ils sont aidés. Alors, c'est des aides financières, c'est des appuis parfois aussi en conseil, en personnes qui peuvent les aider. Un exemple, qui n'est pas celui-ci, mais qui est très simple. Par exemple, il y a des endroits où les gens ils ont besoin de sel. Et il y a des zones qui contiennent du sel, des zones qui contiennent du sel, mais ils ne savaient pas trop comment le récupérer. Eh bien, il y a une entraide, une communication qui s'est faite avec des gens qui en France récoltent du sel. Et donc, qui sont allés voir avec eux sur place quelle méthode on pouvait adopter, puis quelle il fallait changer. Vous voyez, bon, c'est un tout petit exemple. Donc, il y a des appuis aussi de savoir-faire. Et puis, ce qui s'est mis en place aussi assez récemment, c'est de mettre en relation des gens de pays différents qui peuvent avoir des problématiques voisines concernant l'eau, concernant les sols, etc., le climat, et qui peuvent échanger aussi entre eux sans forcément passer par nous. Voilà. Et puis alors les autres actions, c'est des actions de conscientisation, d'information, comme on essaye de faire, de participation, toujours avec d'autres associations, pour faire bouger les choses aussi chez nous. Parce qu'il y a des choses qui dépendent de lois, qui dépendent de pratiques. Alors là, on va vous proposer un exemple qui se situe au Maroc, c'est pas très loin de chez nous, qui vous montre un petit peu la philosophie. Alors, je vais monter le son, parce que sinon ça risque d'être un peu juste. Donc, ça va. Voilà, donc je vous laisse regarder, écouter. Le paradoxe qui existe, c'est que les paysans produisent, mais ils sont mal nourris. On a vu qu'il fallait travailler sur deux piliers. Le premier pilier, bien sûr, sur lequel on travaille depuis la constitution de la FNSA. Très fort, à montrer. C'est le volume, c'est où? Les luttes syndicales et tout ce qui va avec. Maintenant, il faut que les paysans ont droit à une alimentation saine et qui est produite avec des méthodes agroécologiques, durables et qui respectent les droits humains. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, à Ben Slimane et à Al-Mohammedia maintenant. Je fais de l'agriculture traditionnelle. Plutôt que de l'engrais, j'utilise les déchets de l'élevage et j'utilise une bêche plutôt que de labourer la terre. Je produis aussi mes propres semences pour le fenouil, la coriandre, l'artichaut, les petits pois, les haricots, les pommes de terre aussi. Par contre, j'ai du mal à produire des tomates. C'est ma mère qui m'a appris à élever mes propres semences. Mais à la constitution du syndicat, il fallait absolument les encadrer sur un deuxième pilier qui concerne l'agriculture alternative et l'agroécologie pour qu'ils puissent avoir un revenu digne à partir d'une agriculture qui est agroécologique et qui respecte l'environnement. Je fais comme faisait mon père. J'ai tout appris de lui et de la formation de la FNSA. À l'époque de mon père, les agriculteurs n'utilisaient que les déchets de l'élevage comme engrais. Aujourd'hui, les pratiques agricoles ont beaucoup changé, mais moi, je continue d'appliquer les enseignements de mon père et de la FNSA. On a pu voir
des agriculteurs et des agricultrices émerger, c'est-à-dire être en avant, se mettre en avant. Par exemple, Mina, qui a excellé dans les expérimentations, et ce qui a fait que finalement, 100 parcelles est devenu un champ de formation. Pour être un bon agriculteur, il faut une stratégie, bien réfléchir avant de se lancer. Il faut savoir quoi faire, comment labourer la terre, analyser le sol, cultiver les légumes. J'ai commencé à apprendre tout ça avec mon père et c'est devenu ma passion. Ensuite, la formation de la FNSA a complété ces apprentissages. Mes journées de travail se passent toujours très bien. J'oublie le stress du quotidien. Je n'ai aucune envie d'arrêter. J'adore ma terre. Je suis très heureuse sur mon terrain. Ce travail me rend joyeuse. Je cultive mes plantes comme si j'élevais un bébé. Si je le pouvais, j'y passerais encore plus de temps. On lutte pour un accès à la terre, on lutte pour l'utilisation et la gestion efficace des ressources et la répartition des ressources. Et pour ce revenu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils vendent ces produits. Et pour vendre ces produits, il faut avoir un circuit de commercialisation et il faut lui donner l'accès aux acheteurs. On a fait avec la FNSA, on a fait des formations, marketing digital. Avant, on fait 3-4 temps par an. Mais maintenant, avec le développement sur Internet des commercialisations, on a obtenu des contrats pour faire un temps par mois. Mais c'est là notre difficulté, parce qu'on ne peut pas faire un temps par mois dans ce petit local-là. On vient d'être accompagné par la FNSA et on essaye d'améliorer nos qualités de façon de produire et la façon de gérer nos ruchers et de valoriser les produits dans le sens positif, c'est-à-dire donner une valeur ajoutée aux produits, par exemple dans le côté de l'emballage, le marketing, parce que sans abeilles, il n'y a pas de vie. Le dernier axe, c'est les semences. On travaille aussi pour les semences, et ça aussi c'est très clair au niveau de la déclaration. Et nous, on lutte pour que le paysan reprenne ses semences. On est les premiers dans les tomates maintenant, quatrième au niveau mondial. Là, on n'a pas les semences. C'est les personnes à qui on achète les semences ne veulent pas nous vendre ça, on n'a pas de tomates. On a besoin de cette paysannerie, on a besoin de leur savoir-faire. L'agriculture touche les gens. On peut réussir à bâtir un bâtiment de 30 étages et y faire vivre les gens sans aucun problème. Et l'agriculture, on ne peut pas la reconstruire en cas de perte. L'attention doit être donnée à l'agriculture et aux terres agricoles. Le secteur est très important et le Maroc doit y prêter attention. C'est la source de vie de nombreuses familles marocaines et le pays est basé sur l'agriculture en premier lieu. Je voudrais dire que ces partenariats, notamment avec Terre Solidaire, nous a permis de toujours exister aujourd'hui et de toujours soutenir en tant qu'FNSA et en tant que syndicat national cette petite paysannerie marocaine. Alors voilà, j'ai mis cette image, c'est pour vous situer la région dont il est parlé dans la vidéo. Où elle se situe au Maroc. Voilà, donc c'est une région assez centrale. Vous avez Rabat au nord, et puis Casablanca plus au sud, mais c'est une région qui est quand même assez vaste. Donc il y a un petit commentaire qui correspond à ce qu'on a entendu dans la vidéo. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Bon, sur une durée assez courte, ils ont ramassé plusieurs aspects de l'agriculture. Donc le problème en fait, c'est que il y a une tendance, soutenue souvent un peu par les instances politiques, parce que des grandes sociétés achètent des terres aux gens pour produire de la culture pour l'exportation, mais les revenus qui sont versés à ces personnes ne leur permettent pas de se nourrir. Alors que s'ils produisent eux-mêmes et s'ils commercialisent, ils peuvent vivre dignement. Donc c'est ça en gros la problématique de ces questions-là. Si vous avez des remarques ou des questions. Enfin, ils sont quand même toujours tributaires des Voilà. semenciers. Quoi. Ça, il y a ce gros problème. Ça, on peut pas y couper. Ça, c'est le gros problème, et c'est très bien dit, même si c'est rapidement dit, c'est la question des semences. Il y a des semences qui peuvent produire, mais il y en a où des grandes sociétés, je ne les citerai pas, mais je pense que tout le monde en a à l'esprit, ont breveté et ont mis la main sur ces semences, et où on leur fournit des semences, mais qui donnent des produits, des fruits, des tomates, qui ne peuvent pas eux-mêmes reproduire des semences. Et ça n'aide pas que pour les tomates, il y a d'autres. Mais c'est vrai que quand on voit la production à Rungis, pour les gens qui sont déjà à la Rungis, c'est le Maroc, c'est un des plus gros producteurs de tomates. Ah ben c'est Service, 4e mondial. Et probablement, ça n'arrête pas aux semences, mais il y a aussi les engrais par derrière. Oui, il y a aussi les engrais. Alors justement, la dame, elle parle bien du fait qu'elle n'utilise presque pas d'engrais, et c'est ce que essaye de faire la FNSA, de limiter les engrais, à la fois parce que ça coûte cher, les engrais, qu'en plus ça pollue les sols, et que souvent on a tendance à augmenter, puis au bout d'un certain temps, les sols sont tellement abîmés que même avec les engrais, ils ne faut pas se produire. Et ça, c'est un problème qui est, je dirais, un peu dans tous les pays. Ce que hier soir, là, l'émission c'était sur les Pyrénées, puis dans la vie de cette semaine, il y a un article aussi. Dans les Pyrénées-Orientales, qui souffrent beaucoup de sécheresse depuis 2-3 ans, il y a des agriculteurs qui ont complètement repensé, qui ont arraché ce qui demandait beaucoup d'eau, et se sont mis à planter des arbres qui produisent des agrumes. Des agrumes que normalement produisent des chez nous, mais avec le réchauffement, et comme ce sont des arbres qui demandent moins d'eau, et puis qui en plus laissent de l'herbe entre les rangs d'arbres, parce que l'eau s'évapore moins, ça permet aussi cette herbe, l'hiver, il la laisse un petit peu faire de l'humus, ça favorise les vers, etc. Et donc ça améliore la terre en utilisant beaucoup moins d'eau et beaucoup moins d'engrais aussi. Donc il y a toute une réflexion sur ce qu'on appelle, alors il y a différentes termes, il y a la permaculture, il y a l'agroécologie, il y a l'agroforesterie qui associe les arbres et les plantes. Il y a beaucoup de choses finalement qu'on découvre. Parce que nos ancêtres, il n'y a pas tellement de générations, nos grands-parents, pour ceux d'entre nous qui sommes les plus âgés, faisaient comme ça. Alors c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a eu ce qu'on appelait un peu la révolution verte qui a permis grâce aux engrais d'augmenter des rendements et mieux nourrir la population, mais il ne faut pas aller trop loin. Il faut garder une mesure entre ce qui améliore et sans aller trop loin. Puis il y a beaucoup de régions qui ont perdu leurs animaux aussi. Il y a beaucoup de régions qui ont perdu leurs animaux, qui faisaient de l'engrais organique. Tout à fait. On fait que des cultures de légumes et on n'a plus de fumier. Il n'y a plus de fumier des fermes. Oui. Dans le Jura. Justement, ce monsieur-là, il y a l'article dans la vie, il dit qu'il s'est associé avec une organisation qui dépend du département, qui récupère des déchets et lui fait du compost en grande quantité et lui permet aussi d'améliorer ses sols. Non, mais c'est sûr qu'il y a des tas de solutions à condition qu'il y ait de la volonté. Et le problème souvent c'est que ça ne rapporte pas tout de suite.
Est-ce qu'on sait ce que ça pèse, ça, par rapport à cette agriculture industrielle qui est exportée? Parce que je me dis, nous on a beaucoup de produits, il y a les tomates, il y a les melons, il y a les fraises, qui sont précoces par rapport à la France. Les fraises, on conseille, n'achetez pas de fraises, actuellement. Pourquoi? Parce que les fraises, justement, qui viennent du Maroc ou du sud de l'Espagne, mais le sud de l'Espagne est devenu tellement aride qu'ils ont exporté leur production au Maroc. Et ça, c'est comme les melons. Quand vont arriver les melons du Maroc, moi je vous dirais, n'en achetez pas. Parce que vous ne faites pas vivre la population marocaine, vous accroissez, ça fait accroître la pénurie d'eau, parce que ce sont des cultures qui demandent beaucoup d'eau au détriment d'autres cultures. Et vous enrichissez qui? Les multinationales, les transporteurs, etc. Donc réfléchissons à nos achats, parce que nos achats ici ont un impact sur nos populations. Alors, il faut quand même leur acheter des choses, c'est sûr. Comme on a dit, il faut qu'ils puissent commercialiser. Mais soyons raisonnables. Essayons d'être raisonnables et de privilégier des cultures qui correspondent au climat local. C'est ça. Parce que par exemple, c'est pareil, on a des belles barquettes d'haricots du Kenya. Bon, à des prix, n'en parlons pas, mais il y a des gens qui en achètent, sinon on n'en trouverait plus. C'est pareil, c'est pas une culture. Les fleurs, on sait, les roses, qui sont produites à coup d'engrais, qui rendent malades les gens qui les produisent, qui sont transportés par avion, etc. Moi, j'avoue que les roses, maintenant, on trop en acheter. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Et réciproquement, Annie, nous habitons à Vilmoisson. Vilmoisson, on a une rue sur Épinay. Épinay, il y avait de grandes terres agricoles. Et que faisons-nous pour militer politiquement, pour nous convaincre, nous, et convaincre les forces politiques de ne plus construire de bâtiments à Tien-Larigot? Comment se fait-il qu'à Longchamp, où il y avait l'agriculture de banlieue qui produisait énormément, il n'y a plus aucune production? Ça aussi, dans notre réflexion, on peut l'avoir. Voilà. À Longchamp, je dirais qu'il y a quand même au moins une ou deux AMAP. Trois. Oui. Mais c'est pas ceux qui... C'est bien. C'est pas les... De toute façon, dès qu'ils trouvent un bout de terrain, ils vont les construire. Pardon? De toute façon, dès qu'ils... Regardez la Croix Blanche, avant c'était un terrain neutre, et dès qu'ils ont trouvé un bout de terrain, ils construisent. Oui, alors je pense pas que la Croix Blanche c'était un terrain de culture. On a les blindés dans les champs de la Croix Blanche. Oui, moi regardez maintenant. Ce que je me rappelle, c'est que quand j'étais étudiante, de temps en temps, on faisait une virée à Marcoussis pour aller cueillir des fraises. C'est un grand champ de fraises à Savigny. Savigny, on allait cueillir les fraises dans les champs. Oui, alors je ne sais pas si on a encore à Savigny. À la Croix Blanche, on allait glaner les pommes de terre. Ah oui, oui, et les oignons. Oui. Il y a eu des luttes aussi pour par rapport à la zone la base 217, où là, je pense qu'au niveau départemental, peut-être plus que régional, on aurait voulu justement reconstruire des villages, peut-être une ville. Et il y a tout de même eu, moi je trouve, au niveau de l'agglomération, un succès de pouvoir installer la ferme de l'Envol, qui est un très bon projet. Avec il va y avoir aussi de l'élevage. Il y a quand même aussi Amazon qui s'est installé. Oui, mais bon, rien n'est parfait. Hein. On récupère, la marque récupère les eaux, l'eau de ruissellement et les plaques. Non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de solution miracle. Ah non, de toute façon, il faut essayer de chercher un équilibre. D'ailleurs, dans le temps, quand on allait, on allait à la foire aux fraises. Oui. À la foire à la tomate. La foire à la tomate. Aux haricots. Il y a des fêtes qui s'appellent encore comme ça, mais il y a plus rien. Oui,
Ah ben, nous on habite à Saint-Michel, mais au début, les premières années, il n'y avait pas la francilienne, donc on pouvait traverser les champs et on allait à la ferme chercher Mais il existe des associations qui nous donnent des graines pour faire planter et puis après on renvoie les graines sans récolte. Parce que nous on connaît quelqu'un qui est à Saint-Michel et ils font partie de cette assoce. Donc ils reçoivent tous les jours des choses à planter et après donc ils vont faire quelques graines et eux renvoient toute la récolte de graines pour pouvoir sauvegarder ces graines sans germe. Ça serait intéressant de commencer à diffuser. Dans le cadre des petites communications qu'on fait sur la feuille info, ça prend 3-4 lignes, et puis voilà, c'est bien d'avoir des choses concrètes, même si c'est des petites choses, tout ce qu'on peut faire ici, ça fait partie d'une recherche d'un meilleur modèle. Et en effet, ce qui se dit, tu es en train de discuter, c'est vrai que la notion, mais ça a été la notion de transmission est passée aussi au second plan. C'est-à-dire que les jeunes générations qui s'installent, ce sont des personnes qui viennent des villes et parce que la génération même, le fils de l'agriculteur, ne peut plus reprendre l'exploitation. Et là aussi, c'est un problème majeur parce que les parents qui ont vécu justement ce rétro-pédalage dont tu parlais, ils ne peuvent plus transmettre ce qu'ils avaient su parce qu'ils sont épuisés, voilà. Et cette jeune génération manque aussi d'expérience et tout est très difficile au niveau financier pour pouvoir redresser l'exploitation et continuer et faire une écologie, une exploitation. Voilà, donc c'est un problème, mais c'est vrai que si chacun est conscient, ça passe par une éducation de l'école, l'école aussi. Dans les jeunes qui veulent s'installer, il y a le problème du foncier. Oui. Le problème de pouvoir avoir des terres. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'association Terre de Liens. Oui. Donc c'est là, même si on n'est pas dans l'agriculture, on peut contribuer. L'association Terre de Liens permet à des jeunes justement de s'installer en leur faisant des prêts à très bas taux, même participer à l'achat de terrain. À la ferme de l'envol. Oui, parce que si on veut que la France puisse encore nourrir ses habitants, il ne faut pas que les exploitations agricoles disparaissent, comme ça risque d'être le cas, parce qu'ils sont âgés. Alors il y a les constructions, il y a aussi le fait que ceux qui partent à la retraite ne sont pas. Il y a ces deux aspects. Les enfants, ils n'ont pas trop envie. C'est vrai que les jeunes dont les parents sont agriculteurs, quand ils voient le nombre d'heures de travail pour un peu de revenus, ils n'ont pas forcément envie. Et il y en a beaucoup aussi qui arrivent à s'en sortir parce qu'ils ont un conjoint ou une conjointe qui travaille à l'extérieur, qui amène un revenu. Mais en même temps, dans les amas de Longpont, deux cas de personnes qui avaient une excellente situation et qui se sont fermés à l'agriculture. On a fait une reconversion. Qui ont fait une reconversion et qui estiment qu'ils ont des revenus du coup tout à fait satisfaisants avec des petites surfaces. Donc certainement pas les revenus qu'ils avaient avant. C'est un choix après. C'est un choix. Il y en a qui changent parce qu'ils veulent une vie qui a plus de sens. Avec le jubilé, l'espérance peut être amenée à une évolution, mais elle sera très lente. Et voilà. Je dis qu'avec l'espérance, c'est le terme du jubilé, espérons que ça amènera une évolution, mais elle sera très lente. Ça passe aussi par la révolution de nos modes de consommation. Comme a dit il y a 10 ans, puisque il y a 10 ans que l'encyclique Laudato Si est paru, il y aura 10 ans au mois de mai, tout est lié. Rien n'est simple, mais c'est lié. C'est comme le pays, chacun peut faire sa part.
vous poser des questions. Chaque fois, il y a 4 normalement, il va y en avoir 4. Je vais mettre en diaporama, j'espère que ça. Non, là, c'est un PDF. Voilà. Donc à chaque fois, il y aura 4 affirmations. Et on choisit la ou les. Donc, j'ai 10 jeux. Donc, on va donner à chaque groupe de 5 personnes. Plus gros. Donc vous aurez 4 lettres. Plus gros le matin. J'entends bien. Non, vous restez là s'il vous plaît, on s'occupe pas de la vaisselle maintenant. Prenez les 4 lettres, prenez les 4 lettres, le petit groupe là, et vous choisissez la bonne réponse. Mettez-vous ensemble, vous allez On ne fait pas la vaisselle s'il vous plaît. Donc, je répète, chaque groupe a 4 lettres avec ses dés. Quand on va vous poser cette affirmation, vous discutez entre vous, on vous laisse une minute maximum. Et quand vous avez fait votre choix, vous levez là, vous voulez, Yvette, et après voilà, dans votre choix, mettre 2. Et après on regarde la réponse. Voilà, c'est parti. Vous mettez avec un chaque groupe a les 4 lettres. On doit choisir. Voilà la réponse.
Les conflits armés, évidemment, oui, c'est. On a plusieurs amis là de République démocratique du Congo. Les causes climatiques, c'est bien aussi. Les causes politiques, les politiques qui favorisent les inégalités, et donc la fin pour certains, et puis les causes économiques et financières aussi. Donc là, c'était ABCD. Donc levez les cartes pour répondre. Alors là, je donne une précision qui n'est pas sur le texte. C'est la région la plus touchée par la faim en nombre de population. C'est pas en pourcentage, c'est en nombre de population. Parmi ces 4 régions, quelle est celle qui est la plus touchée par la faim? Je dis bien que c'est en nombre de population. Alors là, on voit que les réponses sont... Alors, on avait dit que c'était en nombre. L'Inde est un grand pays, il y a des gens très riches, il y a beaucoup de gens très riches. Il y a d'autres pays, etc. Donc en nombre, c'est bien anti-classique. Mais c'est pour ça que j'ai précisé, parce qu'en pourcentage, c'est différent. En pourcentage de la population, c'est l'Afrique subsaharienne. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont choisi. Là, je vais peut-être préciser ce que c'est que la malnutrition. Il y a plusieurs cas de malnutrition. Il y a le fait de ne pas avoir assez à manger, mais il y a aussi le fait d'avoir peut-être en quantité, mais pas la qualité qui permet d'être en bonne santé. Donc c'est aussi de la malnutrition. Et puis il y a ceux qui en ont trop et qui mangent mal. C'est aussi de la malnutrition. Donc la malnutrition, ça regroupe beaucoup de cas. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Une estimation, bien sûr, les instances internationales estiment effectivement que ça se pas tout à fait. On n'a pas les derniers chiffres. Il faut du temps pour que les chiffres remontent. On ne se rend pas compte avec les chiffres. On ne peut pas imaginer. Il y a peu de chances que ça soit vraiment.
Trois fois la population de la France. Alors, dans les actions du CCFD, ils sont particulièrement attentifs à soutenir des associations qui œuvrent pour lutter contre la malnutrition des enfants, donc pour améliorer à la fois la quantité et la qualité de l'alimentation. N'importe quoi. Ah bah ça, chez nous, il y a des enfants malnutris. Ah oui, pas forcément. Ça peut être parce que des bons aliments coûtent un peu plus cher, mais ça peut être aussi parce qu'ils mangent trop de chips ou de l'éducation. C'est une estimation combien de personnes de plus vont souffrir d'ici 2080 à cause en particulier des changements climatiques. C'est une estimation. Si on n'arrive pas à améliorer la situation au niveau D'où l'intérêt pour changer de modèle. On l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, d'autres initiatives qui existent. Ces changements climatiques. Qu'est-ce que ça veut dire l'octroi de davantage de pouvoir aux femmes? Et en particulier, qu'elles disposent de terres cultivées. Si on leur donne sur ce qui existe, on leur laisse aussi appliquer des méthodes, comme on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure. Il y a des possibilités de donner plus de pouvoir, c'est-à-dire qu'elles soient plus indépendantes. Par exemple, on soutient aussi au Congo, dans l'est du Congo, dans une région qui malheureusement actuellement une mauvaise situation à cause de la guerre, le 23, une association de femmes qui s'appelle Bouwaki et qui œuvre pour faire attribuer les terres aux femmes, leur permettre de cultiver en sécurité. Parce qu'il faut savoir que dans ce pays, quand les femmes vont cultiver, il faut les protéger. Et protéger leurs terres, parce que sinon on leur vole ce qu'elles font. Et éventuellement, elles, on les kidnappe. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce plan-là. Plus que les protéger, elles, il faut protéger leurs revenus. Oui, c'est ça. Que ce soit pour elles. Oui, aussi, voilà. Que ce soit pas le... Et la famille s'en portera beaucoup.
Voilà, tout à fait. Alors, à la recherche de ma les femmes paysannes sont particulièrement vulnérables en temps de crise sanitaire et doivent lutter pour leurs droits et leur accès à la terre. Alors ça se passe dans différents pays, en particulier en Afrique, et je citais cet exemple de la République du Congo. On n'a pas de nouvelles récentes, on ne sait pas où ils en sont avec la guerre menée par le S-23 actuellement, c'est justement dans cette région. Alors, une question intéressante. Qu'est-ce que la souveraineté alimentaire? Je vous propose 4 définitions. Il faut choisir la bonne. Prenez bien le temps de lire. Maintenant, il y a une bonne réponse. La C. Alors, explication pour la A. La A correspond à ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Quand toutes les personnes ont accès à la politique économique et à une alimentation suffisante, saine et nourrissante pour répondre à leurs besoins alimentaires et leur permettre une vie active en bonne santé, c'est ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Et la souveraineté alimentaire, ça concerne le droit, en somme, à un pays à gérer sa propre production communautaire. L'agriculture familiale et l'agriculture. C'est ça qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Alors les autres, là, ouais, évidemment, vous avez vu, c'est pas ça du tout. Excédentaire, c'est de la suralimentation, et l'autre, c'est la sous-alimentation. Ah bah voilà, souvent on confond un peu les deux. Alors, on va terminer en reprenant le champ. Ce que je voulais quand même vous dire, c'est que prenez le temps de venir, il y a un certain nombre de documentations proposées par le CCFD. Donc il y en a une, c'est des petites brochures qui ont été éditées. Alors, s'il y a des chiffres, ils ne sont pas forcément à jour parce que ça date de quelques années déjà. Donc, ça, à la rencontre du frère venu d'ailleurs, au nom de leur foi, les chrétiens s'engagent pour un autre regard sur l'immigration. Là, habiter autrement la création, c'est dans la ligne de Laudato Si. Et puis là, l'économie au service de l'humanité, c'est pour une économie qui prenne en compte les humains. Si vous voulez participer et faire un don, vous avez la possibilité d'aller sur le site avec le QR code qui est sur l'affiche. Il est aussi sur l'affiche qui est dans le couloir en plus grand format.
Vous avez aussi l'adresse du site web. Si vous avez envie de donner aujourd'hui, il y a des enveloppes. On en donnera à la 4e semaine du carême. Je voudrais ajouter une petite chose. Oui. Nous sommes 5 personnes au CCFD Terre Sanitaire. Des sanitaires. 80 ans. En plus de 80 ans, on a tous plus de 80 ans. Donc, oui. c'est la mort à brève échéance. Voilà. Voilà, on est tous 5 Pas forcément. On a tous les outils, toutes les informations qu'on veut, le site est très bien fait. Il y a beaucoup de documentation, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Vous avez des repas pour distribuer? Ah non, non, on ne distribue absolument pas de repas, comme je vous l'ai dit. Il y a même un slogan un peu provocateur qui a été sorti, le CCFD Terre Solidaire, la seule association qui ne fait rien. Parce qu'on ne fait pas, on soutient ceux qui font là où ils sont. C'est-à-dire, bon, par exemple, on ne va pas dans un pays en disant, bon, quel est votre problème? Bon, on a la solution, vous allez faire comme ci, comme ça. Non, voilà, ça c'est les colonisateurs. Et on arrive, on a été appelé, on a reçu un dossier, donc un chargé de mission là sur place. Bon, quels sont vos souhaits, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, quels sont vos besoins, etc. Et on étudie. Alors, ça peut être des apports d'argent, mais il y a aussi un outil très utile qui a été créé en 1983, c'est pas hier, par le CCFD, qui s'appelle la CIDI, ça veut dire Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement. Donc c'est une société qui, comme l'indique son nom, joue le rôle en somme de banquier pour des petites associations qui n'ont pas accès aux prêts bancaires parce qu'elles n'ont pas les reins assez solides. Et donc la CIDI soit fait des prêts, soit même investit dans un projet, évidemment après l'avoir étudié, et se retire quand, si elle a investi quand on n'a plus besoin de son investissement, ou si elle a fait un prêt quand c'est remboursé. Les remboursements se font à environ 95 à 98%. Donc ça marche. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se sont créées grâce à la CIDI. Alors la CIDI, ça fonctionne comment pour nous? Ce sont des actions non cotées en bourse, donc elles ne gagnent ni ne perdent rien. Alors évidemment, elles perdent un peu à cause des dévaluations, mais si vous avez acheté une action à 153 €, le jour où vous la récupérez, vous récupérez 153 €, mais en attendant, elle aura fait travailler la société. Voilà. Sinon, il y a aussi d'autres moyens. On participe à beaucoup de finances solidaires. Donc, il y a des fonds communs de placement, il y a des livrets, enfin bon, il y a pas mal de documentation. Alors, il y a un journal aussi, malheureusement, on a oublié de renouveler notre abonnement et on le reçoit plus. J'ai renouvelé l'abonnement. Il s'appelle, ils nous ont pas fait un rappel, voilà. Et on s'est rendu compte que tiens, on va faire plus. Du coup, j'ai repris un abonnement hier, on l'a pas fait. Ça s'appelle Écho du Monde. Vous allez sur le site et vous trouverez Écho du Monde et vous pouvez recevoir un numéro gratuit. Le numéro de la revue Écho du Monde. Et là, par contre, il reste quelques exemplaires des brochures de ce carême de cette année. On en a distribué aux équipes liturgiques, mais bon, il reste deux cahiers et 4 petits livrets. Voilà. N'hésitez pas à vous servir. Voilà. Et donc, on va terminer en reprenant le chant. Sauf si vous avez d'autres questions. Oui, alors, Majo et Claude disaient aussi que l'un des problèmes, c'est aussi l'augmentation de la population. Ça, c'est vrai que plus la population augmente, plus les problèmes augmentent aussi. On peut quand même noter que ça se tasse un petit peu. Le taux d'augmentation est quand même diminué. On s'aperçoit que plus le niveau, je dirais, de développement augmente, et moins il y a d'enfants. Si les gens sont mieux soignés, ils ne font pas des tas d'enfants pour garantir leur 2 jours.
paysan comme un autre. Hein. Donc, toutes les directions la chute dans un